C'est l'heure de Zoom, l'émission qui s'écoute. D'un côté, on a le magazine Forbes qui la nomme la femme la plus puissante du monde. La plus puissante, rien que ça. Et de l'autre, ses critiques les plus féroces la décrivent comme une technocrate anonyme, non élue. Complètement déconnectée à la tête d'une sorte de machine bruxelloise. Voilà, deux portraits qui semblent venir de deux planètes différentes et pourtant on parle bien de la même personne, Ursula von der Leyen. Exactement. Aujourd'hui, on va vraiment essayer de creuser ce personnage qui est fascinant, qui est complexe, alors qu'elle commence son deuxième mandat à la présidence de la Commission. Oui. Et pour ça, on a vraiment épluché pas mal de sources. On a les communiqués très lisses de l'UE, bien sûr, mais aussi des discours au vitriol de ses opposants, des biographies assez fouillées. L'idée, c'est de confronter un peu toutes ces versions pour essayer de voir qui se cache derrière la fonction. Et c'est essentiel de le faire, parce que son histoire est pleine de contrastes, parfois vertigineux. Et ça commence dès ses origines, en fait. Ah oui, ses origines sont beaucoup plus surprenantes qu'on ne le pense. Alors, allons-y. Le point de départ a l'air presque trop parfait. Elle est née à Bruxelles. Son père, Ernst Albrecht, était un grand nom de la politique allemande. Et un des tout premiers fonctionnaires européens. C'est ça. On a l'impression d'une trajectoire toute tracée, l'enfant de l'Europe par excellence. C'est un peu l'image d'Épinal, oui. Mais la réalité est beaucoup plus romanesque, on pourrait dire. Prenez le nom de son mari, von der Leyen. Ça sonne très vieille aristocratie prussienne, non? Carrément. On imagine tout de suite les châteaux, les lignées de nobles. Eh ben, pas du tout. Enfin, pas à l'origine. Les sources biographiques nous montrent que l'histoire de cette famille, elle commence au XVIe siècle avec de simples fabricants de passementerie. De passementerie? Des artisans, quoi. Des artisans, oui. Le nom vient d'un tout petit village, Laillé, une origine très modeste. Et comment on passe de la passementerie à l'aristocratie? C'est un sacré saut. C'est une véritable révolution industrielle. Ils deviennent ce qu'on a appelé les barons de la soie de la ville de Krefeld. Ils obtiennent un monopole du roi de Prusse. Un monopole? Oui, un monopole royal. Ils bâtissent une fortune, mais colossale, et finissent par être anoblis en 1786. Leur palais était tellement somptueux qu'ils y ont même accueilli Napoléon. Waouh! C'est une saga d'ascension sociale assez dingue. Très emblématique d'une certaine Allemagne industrielle. C'est une histoire incroyable. Mais ce n'est qu'une partie de l'héritage. Ouais. Parce que nos sources, elles réveillent une autre facette beaucoup plus sombre. Oui, et là on change complètement de décor. On part sur un autre continent, à une autre époque. Du côté de sa mère, son arrière-grand-mère était américaine, issue de la riche aristocratie du Sud, à Charleston. D'accord. Et là, l'histoire est radicalement différente. Les sources sont très claires. Ses ancêtres, et en particulier un homme du nom de James H. Lodson, étaient parmi les plus grands marchands d'esclaves d'Amérique du Nord. Attends, on parle bien de la même famille. Ouais. D'un côté, les barons de l'industrie allemande qui reçoivent Napoléon, et de l'autre, des grands propriétaires d'esclaves dans le sud des États-Unis. C'est un grand écart qui est vertigineux. C'est un contraste saisissant, surtout pour quelqu'un qui, aujourd'hui, incarne les valeurs des droits de l'homme en Europe. C'est un héritage d'une complexité rare, oui. Et ça heurte de plein fouet l'image qu'elle projette. Et cette jeunesse hors norme, ça ne s'arrête pas là. On apprend aussi qu'elle allait vivre cachée à un moment. Oui, absolument. On est dans les années 70, les années de plomb en Allemagne. Son père est une cible potentielle de la fraction Armée Rouge. Le groupe terroriste d'extrême gauche. Exactement. La famille est menacée d'enlèvement. Du coup, pour la protéger, on l'envoie 1 an à Londres, où elle doit vivre sous un faux nom. Et elle choisit quel nom? Rose Ladson. Rose, parce que son surnom d'enfance en allemand, c'était Russian, petite Rose. Et Ladson, le nom de ses ancêtres américains. C'est fou. Elle dira plus tard de cette période où elle était à la London School of Economics qu'elle a plus vécu qu'étudié. On imagine l'intensité. C'est fascinant. Une jeunesse marquée par le pouvoir, mais aussi par un danger très direct. Ça doit forger un caractère. Pourtant, elle entre en politique assez tardivement. Oui, elle est d'abord médecin. Elle a 7 enfants. Elle n'entre en politique qu'à la quarantaine. Mais quand elle arrive, elle ne passe pas inaperçue, loin de là. Ah non. En tant que ministre de la Famille dans le gouvernement Merkel, elle bouscule très fort son propre parti, la CDU, qui est pourtant très conservatrice.
Et qu'est-ce qu'elle fait de si radical pour eux? Eh bien, elle mène une politique familiale qui est jugée presque de gauche par la vieille garde de son parti. Une analyse de la revue Cairn.info le montre très bien. Elle promeut un développement massif des crèches. Ce qui va contre le modèle de la mère au foyer. Voilà. Et surtout, elle instaure un salaire parental qui incite très fortement les pères à prendre un congé de paternité. Ah oui, là j'imagine que ça a dû grincer des dents dans son camp. C'est le moins qu'on puisse dire. La critique la plus virulente est venue d'un évêque catholique qui l'a carrément accusé de vouloir transformer les femmes en machines à enfanter. Oh là là. Elle s'est fait des ennemis très très puissants dans son propre camp avec cette vision. Après avoir réussi ce tour de force, on aurait pu penser qu'elle était intouchable. Mais alors comment son image s'est-elle si complètement effondrée au ministère de la Défense? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là que sa carrière allemande bascule complètement. Elle est la première femme à ce poste, c'est prestigieux, mais son mandat est décrit dans de nombreuses sources comme un désastre. Un désastre. À ce point. Oui, on l'accuse de mauvaise gestion et surtout d'une dépendance excessive à des consultants externes. On parle de dizaines, voire de centaines de millions d'euros dépensés pour des résultats jugés très faibles. Et c'est là qu'arrive l'affaire de ces téléphones portables, c'est ça? Exactement. C'est le scandale qui cristallise tout. Une commission d'enquête parlementaire est lancée pour faire la lumière sur ces contrats. Et pile au moment où les enquêteurs veulent voir ces communications, on apprend que les données de ces 2 téléphones professionnels ont été effacées. Attendez, effacé, pas perdu ou cassé, délibérément effacé. C'est précisément l'accusation et c'est ce qui a choqué l'opinion publique allemande. L'affaire a fait un bruit monstre. Je comprends. À tel point qu'à son départ pour Bruxelles, en 2019, les sondages la classaient parmi les ministres les moins compétents du gouvernement Merkel. Ce qui nous amène à la question qui fâche, celle que ses opposants comme Jordan Bardella adorent poser. Comment une ministre, avec une réputation pareille en Allemagne, se retrouve propulsée à la tête de la Commission européenne? C'est le grand mystère de 2019. Son élection, c'est une rupture totale avec la tradition du Spitzenkandidat. C'est-à-dire le principe où le chef de file du parti qui gagne les élections obtient le poste. C'est ça. Mais là, les chefs d'État n'arrivent pas à se mettre d'accord. C'est le blocage total. Une impasse. Complète. Les négociations durent depuis des jours. Et c'est là que, selon plusieurs récits, Emmanuel Macron aurait soufflé le nom de von der Leyen à une Angela Merkel un peu réticente. C'était une solution de compromis, en fait. Une solution sortie du chapeau. Une quasi-inconnue sur la scène européenne, qui n'était candidate à rien. Et élue de justesse, si je me souviens bien. De très justesse. Le Parlement européen l'élit avec une marge de 9 fois. 9 voix. Ouais. C'est infime. Ça veut dire que, dès le premier jour, sa légitimité était contestée. Elle n'est pas arrivée en position de force. Et c'est justement ce terreau, nomination surprise, élection sur le fil, qui nourrit la critique la plus forte contre elle, celle du déficit démocratique. Parfaitement. Le discours de Jordan Bardella qu'on a dans nos sources, c'est l'archétype de cette critique. Il dépeint une commission de commissaires anonymes, inconnus, qui n'ont été élus par personne. Mais qui dicte le quotidien de 450 millions de citoyens. Voilà. Il prend l'exemple de l'interdiction des voitures thermiques en 2035, présentée comme une décision technocratique qui mènerait à la décroissance. C'est l'angle d'attaque principal. Un pouvoir non élu qui imposerait son agenda. Pourtant, malgré ce départ chaotique, son premier mandat était marqué par des crises, d'une ampleur inédite. Et ses défenseurs, eux, diraient qu'elle a su tenir la barre. Ah oui, la communication de l'UE la présente comme une chef de crise. Et objectivement, des analyses plus neutres, comme celle de la Fondation Jean Jaurès, lui reconnaissent un bilan dense. Il y a eu quoi concrètement? Il y a eu le pacte vert pour le climat, l'achat en commun des vaccins pendant le Covid, le plan de relance Next Generation EU et bien sûr le soutien massif à l'Ukraine. Sur le papier, ce sont des réalisations majeures. Mais un de ses succès, l'achat des vaccins, a aussi donné naissance au plus grand scandale de son mandat, le Pfizergate. Une affaire qui lui colle à la peau. Le New York Times a révélé qu'elle avait négocié directement une partie d'un contrat, gigantesque, 1,8 milliard de doses, Directement par SMS. par SMS personnel avec le PDG de Pfizer, Albert Bourla. Des SMS que personne n'a jamais vus. Et c'est tout le problème. Malgré les demandes répétées des journalistes, du Parlement, la Commission a toujours refusé de les publier. Le médiateur européen a conclu à un cas de mauvaise administration. L'affaire est même allée en justice avec une plainte pénale en Belgique. Pour usurpation de fonction, destruction de documents et corruption. Rien que ça. Exactement. Donc on a les téléphones effacés en Allemagne et maintenant les SMS cachés à Bruxelles.
On commence à voir un motif se dessiner, cette critique sur l'opacité. C'est un argument central de ses détracteurs, oui. Et ça nourrit une autre critique sur sa façon de gouverner. On voit fleurir des surnoms comme Reine Ursula. Ou même impératrice Ursula. C'est assez péjoratif. Ça veut dire quoi concrètement? Un article de Politico Europe l'explique bien. On lui reproche de centraliser énormément de pouvoir, de prendre des décisions cruciales en tout petit comité avec une poignée de conseillers. En court-circuitant le reste des commissaires ou le Parlement? C'est ça. La nomination ratée et très controversée de Marcus Piper, un de ses proches, à un poste très lucratif, a vraiment renforcé cette image d'un pouvoir très personnel. D'accord. Alors face à tout ça, quelle est sa vision pour ce second mandat? Les documents officiels, eux, ils ont l'air plutôt ambitieux. Le discours officiel, oui, c'est celui d'une Europe qui doit devenir plus forte, plus souveraine. Un appel à l'unité, à la puissance. Un discours volontariste, en somme. Très. Mais ce qui est fascinant, c'est de confronter ça à d'autres analyses. Un article de la Fondation Jean Jaurès qualifie son dernier grand discours sur l'état de l'Union de « discours de l'impuissance ». L'impuissance, c'est l'exact opposé de l'image de la reine Ursula qui contrôle tout. Comment c'est possible? Et c'est tout le paradoxe de son leadership. L'auteur suggère qu'après les grandes initiatives du premier mandat, qui étaient des réponses à des crises, La pandémie, la guerre, la Commission semble aujourd'hui manquer de souffle politique propre. Elle propose des dialogues, des concertations, mais elle semble attendre une impulsion des États membres pour vraiment avancer. Le moteur politique semble un peu calé. on se retrouve donc avec cette contradiction. D'un côté, une présidente impériale qui décide de tout, et de l'autre, une dirigeante à la tête d'une machine qui perdrait de son élan. C'est exactement ça. Un pouvoir qui est peut-être très vertical en interne à Bruxelles, mais qui aurait de plus en plus de mal à imposer une vision et à entraîner les 27. Alors, si on essaye de rassembler toutes les pièces du puzzle, on a une histoire familiale incroyable entre les barons de la soie et l'héritage terrible du commerce d'esclaves. On a une carrière en Allemagne en 2 temps, la réformatrice audacieuse, puis la ministre en échec. Et enfin, cette arrivée surprise à la tête de l'Europe, le conflit central, il est bien là dans ces récits qui s'opposent. D'un côté, l'image qu'elle projette, celle d'un leadership fort, d'une gestionnaire de crise qui a tenu bon. Et de l'autre, ce récit tenace d'un pouvoir technocratique, non démocratique, entaché de scandales. Et qui peut-être aborde ce second mandat avec un certain essoufflement. Voilà. Cette analyse de la revue Kern.info, qu'il a décrit comme une maîtresse de la mise en scène, prend vraiment tout son sens ici. C'est une formule qui résonne avec toutes ses facettes. Tout à fait. Alors, la grande question pour ce second mandat, ce n'est peut-être pas seulement ce qu'elle va faire, mais plutôt quelle version d'Ursula von der Leyen va finir par s'imposer et définir l'avenir de l'Europe. Est-ce que ce sera la gestionnaire de crise pragmatique qui a su forger l'unité dans l'urgence? La présidente impériale qui a renforcé le pouvoir de Bruxelles, peut-être au détriment de la démocratie, ou alors une dirigeante qui, après avoir posé un diagnostic juste sur les défis du continent, peine maintenant à transformer ce constat en une action politique vraiment unifiée, vraiment puissante. Le récit de ce second mandat ne fait que commencer. Tu n'es pas encore abonné? Il est l'heure, mon Seigneur. Instruis-toi.